donc pour assister à cette présentation, qui s'intitule « Les jardins populaires de Grande-Synthe, l'industriel, appropriation et portée d'une politique municipale dite alternative ». Donc ce travail il s'insère dans le projet ANR Alter Growth qui a pour objectif de comprendre dans un premier temps comment les villes font face au déclin démographique et économique et qu'est-ce qui permet l'émergence de politiques alternatives à la croissance, donc en rupture avec les stratégies entrepreneuriales classiques de redéveloppement. Donc les villes ont toujours été des milieux d'innovation sociale et politique, mais le déclin urbain il fournit d'autant plus d'opportunités parce qu'il remet en cause le paradigme de développement axé sur la croissance. Donc il devient alors un terreau fertile à l'émergence de politiques moins tournées vers la rentabilité et plus sur le besoin des populations locales, en particulier les plus pauvres. Donc c'est la définition en fait d'alternatif. Donc plus précisément, selon Vincent Béal et Max Rousseau, donc ici présents, les politiques alternatives sont des politiques de redéveloppement négociées avec les populations locales et visant à l'amélioration des conditions de vie de ces dernières et non à l'attraction de ressources externes. Donc en dépassant en fait la simple logique marchande. Donc le déclin urbain, il offre également des opportunités du fait de la faible pression foncière qu'il engendre. Donc les espaces vacants ils permettent l'expression de l'urbanisme subalterne, donc à la fois des autoconstructions, des autoréhabilitations, de la petite agriculture ou d'autres usages temporaires. Et il permet également l'expression d'initiatives de redéveloppement social et économique et de transformation de l'action publique urbaine. Donc parmi ces opportunités, on trouve celle de réintégrer la nature en ville pour avoir des villes plus vertes et plus agréables à vivre. L'agriculture urbaine, qui répond aussi à des enjeux alimentaires, sociaux et écologiques en ville, trouve donc dans les villes en déclin une place nouvelle. Donc ce travail s'intéresse particulièrement aux politiques municipales dites alternatives mises en place par la ville de Grande-Synthe, donc dans le nord, en anticipation du déclin. Donc cette ville est située dans un territoire industriel et Grande-Synthe elle connaît une politique de renaturalisation vivrière, donc depuis principalement les années 2010. Donc nous nous sommes focalisés sur un des éléments de cette politique, qui sont les jardins populaires mis en place dans les quartiers défavorisés. Donc au-delà en fait, d'une étude pour l'agriculture urbaine en soi, ce travail il va mobiliser l'agriculture urbaine comme un objet pour questionner les pratiques de la durabilité urbaine et sonder le potentiel de politiques alternatives municipales à œuvrer à un redéveloppement plus juste. Donc pour cela, déjà un petit point au niveau de la méthode. Donc ce travail il nécessite autant que possible la mise en lumière de composantes géographiques, foncières, économiques, écologiques, sociales, alimentaires, culturelles, politiques, agricoles, qui gravitent autour des jardins et des politiques mises en place à Grande-Synthe dans leur globalité. Donc ça a été réalisé, on a eu besoin de le réaliser à différentes échelles, donc que ce soit du quartier à la ville et à la communauté urbaine de Dunkerque, dans laquelle s'intègre la ville de Grande-Synthe. Donc on a essayé aussi de questionner tout ça sur un temps long. Donc nous avons mobilisé globalement une approche systémique, que ce soit en termes d'échelle, de temps ou d'objets. Pour cela, donc, des entretiens semi-directifs et de l'observation participante auprès de 3 catégories d'acteurs ont été réalisés. Donc il y a eu 14 institutionnels enquêtés, donc, qui regroupent les acteurs ayant un pouvoir décisionnel en termes d'aménagement et de développement stratégique du territoire, à l'échelle donc de la communauté urbaine de Dunkerque, de la mairie, du quartier. Donc c'est des élus, des représentants politiques, des chargés de développement de diverses institutions et des bailleurs sociaux. Il y a eu également 5 associations interrogées, donc qui regroupent les acteurs rassemblés dans un projet de manière plus ou moins formelle. Il y a eu 11 habitants de la ville de Grande-Synthe et 13 jardiniers des jardins populaires. Donc le tout a été réalisé pendant une immersion de 3 mois sur le terrain d'études au printemps 2017. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'ensemble de ce travail il s'articule autour d'une problématique qui est comment les grands Saintois s'approprient-ils les jardins populaires et qu'est-ce que cela nous révèle quant au potentiel d'une politique municipale dite alternative de renaturalisation d'une ville pauvre comme levier de développement durable en territoire industriel. Donc cette présentation elle va s'articuler autour de 3 points. Le premier point qui est Grande-Synthe, la renaturalisation de l'espace urbain comme solution d'une crise multiple. Le deuxième point, appropriation des jardins populaires et impact social pour un développement plus juste. Et troisième point, les jardins populaires de Grande-Synthe, une politique alternative. Donc partie 1, Grande-Synthe, la renaturalisation de l'espace urbain comme solution d'une crise multiple. Donc déjà, petite précision, donc la ville de Grande-Synthe se situe à l'extrémité septentrionale du département du Nord, donc dans la communauté urbaine de Dunkerque. Donc c'est une ville de 23 400 habitants environ. Donc on est face à un contexte économique assez fragile. Donc l'économie de la communauté urbaine de Dunkerque, elle reposait jusqu'au milieu des années 50 sur le maraîchage et la pêche.
Depuis les années 60, elle est basée sur une mono-industrie. Donc l'emploi est polarisé par des grosses entreprises industrielles, principalement ArcelorMittal, qui est une véritable clé de voûte de l'écosystème industriel. Donc il existe en fait un important risque d'effondrement économique du territoire par délocalisation d'ArcelorMittal. La communauté urbaine de Dunkerque, elle préoccupe également par son taux de chômage important, donc il est de 12,1%, et il grimpe même jusqu'à 29,9% à Grande-Synthe. On trouve également sur ce territoire peu de cadres, le niveau d'études est peu élevé, il y a une faible féminisation du travail, et 68% des actifs sont des ouvriers ou des employés. L'agriculture, elle détient une part assez négligeable dans l'économie. Donc le foncier est en concurrence directe avec l'industrie déjà. Et il s'agit avant tout d'exploitations maraîchères conventionnelles en filière longue et avec des problèmes de durabilité. Et elles sont surtout situées sur la partie plus rurale de la communauté urbaine. Concernant le contexte social, il est également assez difficile. Donc l'installation de l'usine, à l'époque elle s'appelait ArcelorMittal, dans les années 60 entraîne un boom démographique. Des personnes de toutes origines arrivent et à Grande-Synthe, il se développe une véritable ville champignon qui a parfois été nommée usine Orville. Donc la ville est construite à la va-vite en chemin de grue, en fait, donc il n'y avait même pas de trottoir par exemple. Et des difficultés urbanistiques, particulièrement, il naissent en fait des grosses difficultés sociales. Donc actuellement, la ville de Grande-Synthe, elle a le paradoxe d'être une ville à la fois riche de ses industries, mais peuplée de gens globalement précaires. Elle comprend une large proportion de catégories sociales vulnérables, donc il y a entre autres 12,1% d'immigrés, 7% d'étrangers, des jeunes et femmes sans emploi, des retraités. On trouve également à Grande-Synthe 60% de logements sociaux. Il y a 24,6% des habitants qui bénéficient du RSA et 28,1% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Grande-Synthe connaît également des problèmes importants de délinquance, surtout dans certains quartiers. Et une fonctionnaire municipale, par exemple, nous dit « On revient dans les problématiques primaires, ce n'est pas le quart-monde, mais ça frôle, l'éducation, la malnutrition ». Donc, dès les années 70, la ville de Grande-Synthe, elle met en place des politiques pour tenter d'améliorer la situation, donc principalement sous la volonté du maire de l'époque, René Carême. Les vagues de rénovation urbaine commencent, avec comme objectif celle d'améliorer le cadre de vie des habitants. Donc l'idée, c'est aussi de dédensifier l'espace urbain pour intégrer la nature en ville, donc avec des parcs. Il y a la création aussi d'un espace naturel du Puy-Touques en périphérie. Une ceinture verte est également plantée pour couper la ville des usines. Des politiques sociales naissent également avec la délimitation de zones géographiques prioritaires. Des actions sociales et d'aide à la précarité sont également initiées. Grande-Synthe aurait d'ailleurs mis en place le tout premier RMI. Donc les politiques sociales et environnementales perdurent jusqu'à s'intensifier dans les années 2000-2010. En 2010, la ville entre, donc sous la volonté du maire Damien Carême, donc qui est le fils de René Carême dont je vous parlais à l'instant, dans le mouvement Ville en transition. Donc Grande-Synthe s'engage entre autres dans les énergies renouvelables au travers de la signature de la Convention des maires, par exemple. Aussi dans des mouvements de démocratie participative avec la mise en place, par exemple, d'un budget participatif depuis 2016. La ville, qui connaît aussi des politiques de gestion différenciée de ses espaces verts depuis les années 90, devient la première capitale française de la biodiversité et opte pour une politique zéro phyto dans la gestion de ses espaces verts. Une politique de développement agricole et alimentaire émerge, mais elle est pour l'instant à un stade assez embryonnaire, et elle s'articule surtout autour des cantines bio et de l'implantation de jardins de pieds de bloc dans les quartiers populaires, et ce dès 2012. Donc les crises multidimensionnelles, les espaces vacants et la volonté du maire deviennent alors des conditions d'émergence de politiques environnementales et sociales. Penchons-nous à présent sur l'objet de notre étude qui sont les jardins populaires. Donc partie 2, jardins populaires et appropriation vers un développement plus juste. Donc l'implantation des jardins au pied des immeubles des quartiers populaires est née d'une politique impulsée par la municipalité, donc le maire Damien Carême particulièrement. Donc l'objectif, c'est alors de stimuler l'autonomie des habitants en stimulant leur esprit critique et l'autoproduction et de rompre également l'isolement des habitants dans les quartiers défavorisés. C'est aussi d'armer les habitants en cas de crise importante. Donc l'idée, c'est aussi d'améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers, entre autres en occupant l'espace pour limiter les violences et occupations délinquantes. Par exemple, les rodéos de voitures, les rassemblements. La ville de Grande-Synthe, elle repose principalement sur ses 1100 employés de mairie pour mettre en place ces politiques.
les jardins populaires n'y font pas exception, et en fait ils sont portés par l'Université populaire, qui est une structure municipale à Grande-Synthe. Donc elle a pour mission de faire de l'éducation populaire dans les quartiers pour stimuler l'esprit critique et nourrir l'engagement citoyen. Donc les jardins sont implantés dans la zone regroupant les quartiers prioritaires de Grande-Synthe dès 2012. Donc vous voyez cette zone-là, elle est en orange sur la carte. On trouve actuellement 5 jardins donc, qui sont en vert, qui sont principalement situés dans le quartier de l'Albec, donc vous voyez en haut à gauche. L'avis des habitants, il était globalement peu demandé avant l'implantation des jardins. Il n'y a eu que des rapides porte-à-porte dans les immeubles concernés pour connaître le nombre d'intéressés. Globalement, la politique a été assez bien accueillie, même si la plupart des habitants étaient assez réticents au début. Ils craignaient qu'il y ait beaucoup de dégradation. Il est important aussi, je pense, de préciser qu'il n'y a aucun conflit d'usage de l'espace qui a été observé sur l'endroit où il y a les jardins. Sûrement aussi du fait que les jardins ont été implantés dans des zones où il n'y avait pas grand-chose, enfin juste des espaces verts qui sont déjà très nombreux dans la ville. Et la ville comprend de nombreux espaces en fait, dédiés à diverses activités. Donc il y a beaucoup de terrains de foot, beaucoup de parkings, beaucoup d'espaces verts. Donc plus concrètement, donc, les jardins sont implantés vraiment au pied des immeubles, comme vous pouvez le voir, et entourés d'une barrière qu'on voit très bien ici. L'Université populaire a aussi choisi d'entourer certains jardins d'arbustes ornementaux et comestibles. Donc certains sont également plantés dans les espaces communs à l'intérieur des jardins. Donc globalement, les parcelles sont assez bien aménagées. Donc il y a la clôture qu'on distingue un petit peu au fond. Il y a également dans chaque jardin une cabane dans laquelle on trouve des casiers individuels avec des cadenas, donc pour chaque jardinier. Les parcelles sont délimitées par une plaque d'acier que vous voyez un peu tout le long, qui est enfoncée à 50 cm de profondeur. Et on a des parcelles qui font soit 20 mètres carrés, soit 40 mètres carrés au choix. Il y a également une pompe à eau que vous voyez à côté de la cabane. Donc, ce sont des pompes à bras qui puisent directement l'eau dans la nappe phréatique qui est en fait très proche à Grande-Synthe. C'était aussi des endroits qui étaient en général pas du tout utilisés pour l'agriculture. Donc au mieux c'était des espaces verts, au pire des parkings où il y avait d'anciens bâtiments. Donc ils ont dû ramener de la terre de remblai. Et en fait, au sujet de cette terre de remblai et de l'eau, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a eu des études concernant la pollution éventuelle, à la fois de la nappe phréatique et à la fois des terres de remblai. Il y a également donc, des espaces communs donc, qui sont principalement des voies de cheminement. En fait. Il n'y a pas d'espace vraiment dédié à une activité sociale quelconque. Donc, pour sonder maintenant les bénéfices en termes de développement social, il est important de se demander qui est ciblé par cette politique, qui en bénéficie et quelles sont les interactions sociales que cela entraîne. Donc, nous demandons d'abord s'il s'agit ou pas d'un espace inclusif. Donc, comme je vous l'ai dit, l'espace il est clôturé donc autour des jardins, mais c'est quand même un espace ouvert, accessible à tous. Certains habitants empruntent même les jardins pour traverser l'espace et aller d'un immeuble à l'autre. La population ciblée par la politique, c'est avant tout des habitants d'immeubles autour des jardins. Donc les jardiniers, ils ont eu connaissance du fait qu'ils pouvaient avoir une parcelle dans ce jardin au pied de leur immeuble, soit avant implantation, donc grâce aux porte-à-porte et aux lettres d'information envoyées par l'Université populaire, soit après implantation, par bouche à oreille et réseau de confiance, soit aussi par observation directe. Ils ont simplement vu qu'il y avait un jardin et se sont renseignés. L'attribution des parcelles, qui sont de fait assez hétérogènes, il y a des très bonnes parcelles, d'autres moins bien, en fonction aussi de où le jardin est implanté, et aussi des quelques outils qui sont donnés aux jardiniers par l'Université populaire, elle suit globalement une logique du premier arrivé, premier servi. Donc il n'y a aucun critère socio-économique qui n'a été pris en compte, ou du moins qui a été révélé par l'enquête comme prise en compte. Et l'Université populaire, elle semble avant tout se focaliser sur un taux d'occupation des jardins. Ce qui est important, c'est qu'ils soient occupés et non par qui. On retrouve du coup des jardiniers avec un profil assez varié, principalement des personnes au-delà de 40-50 ans, des ouvriers ou employés, souvent des personnes seules, beaucoup de maghrébins et aussi beaucoup de Grands-Saintois de longue date qui sont souvent des anciens ouvriers de l'usine. Vient alors la question des impacts sociaux de ces jardins. Donc il s'agit de savoir si le jardin peut être considéré comme un lieu de renforcement du lien ou pas. Donc précisons déjà avant tout que les pratiques culturelles des jardiniers sont relativement homogènes. Donc à l'exception d'un jeune qui s'essaye à la permaculture, tous sont assez conventionnels. Donc ils ont un désherbage assez intensif, de la monoculture en ligne entre autres. Aucun n'utilise par contre de pesticides parce que en fait, ça fait partie des conditions pour avoir accès à un jardin. Donc c'est forcément des cultures zéro phyto.
dans la continuité des politiques mises en place par la ville de Grande-Synthe. Les compétences en jardinage, elles, en revanche, sont assez inégales entre les anciens qui sont originaires de milieux ruraux français ou maghrébins principalement, et les jeunes urbains, par exemple. Quelques échanges, donc au niveau des échanges, quelques échanges d'outils ont été observés aux heures de travail communes, donc par exemple le soir et le dimanche, mais ils restent principalement limités au matériel fourni par l'université populaire, donc des arrosoirs ou des bêches. Les graines et produits de récolte, donc lorsqu'ils sont abondants, ils peuvent être distribués à un large panel de personnes par les jardiniers, mais c'est principalement la famille et les amis qui restent bénéficiaires en priorité. L'université populaire, elle fournit également des graines en échange de services. Au sujet de la transmission de savoir et savoir-faire, donc il y a l'université populaire joue un rôle assez conséquent, pour certains jardiniers. Il y a quelques jardiniers qui se tournent aussi vers une association d'agriculture urbaine qui s'appelle La Forêt qui se mange, donc qui font des ateliers en fait d'apprentissage, par exemple de techniques de permaculture. Mais globalement, cette transmission, elle se fait surtout entre jardiniers. Et c'est parfois une charge assez importante pour des gens expérimentés, mais qui du coup s'investissent pas forcément beaucoup. Au niveau de l'entraide, même si la charge de travail est assez lourde pour entretenir un jardin, on observe peu d'entraide, même si les femmes semblent être en fait un petit peu plus bénéficiaires, plus souvent aidées. L'entraide, elle est surtout limitée à la famille, aux amis, mais globalement, en fait, elle s'est presque pas observée. Les échanges, donc, ils se font surtout entre réseaux déjà ficelés, que la famille et les amis, et particulièrement en fait entre maghrébins. Aussi, donc le jardin stimule quelques échanges sociaux, mais ils sont globalement assez brefs. Il n'y a pas trop de relations profondes qui ont été créées. En général, les gens se connaissaient déjà d'avant quand il y a une vraie relation, sinon ça ne débouche sur pas grand-chose. Donc en termes de mixité sociale et ethnique, on observe d'ailleurs peu de dépassement des préjugés, donc au sujet des femmes, des origines ou des personnes sans activité. Mais par contre, il n'y a pas de conflits qui ont été identifiés avec des personnes à idéologie différente. Par exemple, ce jeune homme en permaculture n'est même pas critiqué par les autres jardiniers autour. Et il trouvait qu'ils étaient globalement assez bienveillants. Donc au-delà de ces échanges, il a été également question de sonder l'impact que peuvent avoir ces jardins en termes de développement personnel et communautaire. Donc il s'agit de savoir si ces jardins participent ou non à un renforcement de la communauté. Donc déjà pour les jardiniers, lorsqu'ils prennent une parcelle, les jardiniers sont tenus de participer aux tâches collectives pilotées par l'université populaire. Donc il y a quelques réunions, l'entretien des espaces communs, voire des ateliers. Globalement, assez peu d'assiduité a été observée et les jardiniers le font généralement plus par obligation que par envie. Ils peuvent avoir quand même une certaine satisfaction d'y avoir pris part. Par ailleurs, si les espaces communs sont respectés, ils restent peu utilisés, voire délaissés par les jardiniers. Donc c'est le cas par exemple des arbustes qui ont été mis en place, qui sont des fois par exemple des framboisiers, qu'en fait les gens laissent tout simplement mourir et les arrosent pas. On observe que très rarement en fait un sentiment d'appartenance et d'identité collective, ce que révèlent quand même 2 jardiniers, qui sont d'ailleurs des jardiniers expérimentés. Le premier dit « Oui, mais j'aime bien que ce soit un peu plus propre quand même, hein. Non, mais c'est pas un bidonville, hein, qu'on fait. » Le deuxième dit « Le jardin, tu trouves pas pareil, il y a beaucoup de jardins à Grande-Synthe, c'est pas tous les mêmes. Celui-ci, le meilleur, c'est là où il y a les gens qui travaillent. Tu pars de l'autre côté, il y a plein d'herbes, il n'y a pas ça. Les autres, ils font un peu vite fait. Là, non, ici, c'est propre. » Pour les habitants du quartier, on observe simplement une nouvelle forme de respect de ces jardins, pas de dégradation, peu de vol, et parfois, dit-on, une forme de surveillance collective depuis les immeubles. Certains expriment aussi la fierté d'avoir un jardin dans leur quartier. Donc, au-delà du renforcement du lien, il convient aussi de cerner l'appropriation qui est faite de ces jardins, si on veut comprendre en quoi ils peuvent être un vecteur d'autonomisation des individus et des communautés, de la communauté. Donc, au sujet de l'appropriation personnelle, l'aspect des parcelles, il est globalement bon. On trouve parfois une petite touche d'esthétisme, donc des fleurs ornementales ou des objets personnels. Ça peut être aussi un lieu d'expression d'une appartenance culturelle, donc avec le type de plantation ou des techniques particulières. Il y a par contre peu d'appropriation collective dans la pratique et l'engagement qui a été observé. Juste 1 ou 2, a priori, il y aurait dans un jardin une demande qui aurait été faite par un groupe d'individus pour avoir un tuyau, parce que les pompes sont... donc c'est des pompes à bras et il faut se déplacer avec l'arrosoir. Et quand on a une parcelle à l'autre bout du jardin, ça peut être un peu compliqué. Donc après, ils auraient demandé un tuyau au budget participatif de la ville.
Peut-on alors parler d'empowerment? Donc par ça, j'entends en fait dans le milieu de la recherche et d'intervention anglophone, ce terme il signifie littéralement renforcer ou acquérir du pouvoir. Il est très utilisé depuis la fin des années 70. Donc les jardins sont parfois vecteurs de fierté personnelle et de reconnaissance sociale. Mais elle est observée surtout chez les expérimentés. La plupart des néophytes, en fait, ils n'en sont pas là. Et un jardinier nous dit par exemple, même le responsable dit que je suis spécialiste des citrouilles. Il n'y a que moi qui connais. Il y a 2-3 ans, quand le maire est venu ici, j'avais des citrouilles de 18 kilos, des courgettes, des matraques. Je tenais la citrouille, ma mère la courgette, on était filmés, je suis passée sur Facebook. Des fois, quand il vient, le maire, il vient juste dans mon jardin. Donc en fait, pour cultiver une parcelle, il faut en effet bénéficier d'un fort réseau social et spatial, des compétences en jardinage, du matériel et surtout de l'ingéniosité. Donc les bien armés, ils perdurent, ils renforcent leurs capacités. Et pour les autres, c'est un peu plus compliqué et on observe un fort taux d'abandon. Donc ces gagnants, ce sont souvent des gens d'âge mûr, en fait, surtout des hommes français ou marocains. Par ailleurs, si l'université populaire épaule assez les jardiniers en leur fournissant quelques outils au départ, les premières graines, du fumier, du compost, ils ne les aident pas sur le long terme à dépasser leurs capacités. Et ceux qui ne travaillent pas assez leurs parcelles se la font rapidement retirer. De plus, à travers les jardins, il semble assez difficile de toucher une population jeune et en recherche d'emploi. Donc les jardins en tant que tels offrent également peu d'ouverture culturelle, donc au niveau de la culture, l'environnement, d'autres activités. Et ils n'offrent pas d'ouverture vers la conversion agricole ou vers l'emploi pour l'instant. Ils génèrent donc également un très négligeable investissement dans le politique et l'associatif. Une question se pose alors, avons-nous vraiment affaire à une politique alternative? Donc partie 3, les jardins populaires de Grande-Synthe, une politique alternative. Donc pour revenir sur ce point, nous devrons revenir sur les caractéristiques des politiques dites alternatives grand-synthoises et voir comment elles s'articulent avec les stratégies urbaines de gestion de la décroissance. Donc on observe à Grande-Synthe une ambition municipale de transformer la société urbaine. La politique de transition est assumée et il y a une volonté de développer la démocratie, une volonté de modifier les pratiques habitantes, entre autres alimentaires et environnementales. Donc l'idée, c'est pourtant pas de rompre avec l'objectif de croissance, et ces politiques, elles s'inscrivent dans une logique de décroissance planifiée qui compose avec des stratégies entrepreneuriales. La question de l'existence d'une politique d'image qui viserait à l'attractivité de classes porteuses de développement économique, plutôt qu'à répondre aux besoins des habitants défavorisés principalement, se pose particulièrement à Grande-Synthe. Rappelons également que ces politiques s'intègrent, même si elles s'en démarquent assez, dans les politiques de la CUD, donc la communauté urbaine de Dunkerque, qui s'oriente vers la transition énergétique et surtout le développement de l'auto-entrepreneuriat. La CUD amorce, sous initiative de Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, des politiques de développement agricole et alimentaire, donc des fermes urbaines et des incubateurs paysans par exemple. Qu'apportent alors ces jardins? Donc, ils peuvent être vus comme un lieu de diffusion de nouvelles pratiques. Donc, le rejet de l'agro-industrie ressort comme motivation majeure de cultiver son jardin, auprès donc des jardiniers. L'acceptation des politiques zéro phyto, qui a été globalement bien observée, et qui, donc, je vous l'ai dit, est définie comme condition de cultivation des parcelles. L'économie circulaire, donc la récupération, le recyclage, qui est largement mobilisée dans les jardins. Mais l'ensemble de ces points, il semble avant tout composer principalement avec la précarité et avec les cultures ouvrières des anciens et ne pas être révélateur d'un changement de paradigme pour un développement durable. Les pratiques culturelles restent classiques, il y a peu de signes pour un intérêt écologique par exemple, pas de démocratie contributive ou d'appropriation collective vraiment. Donc les jardins deviennent, on peut se poser la question de savoir s'ils deviennent vraiment des stimulations professionnelles ou militantes. Donc il y a potentiellement un lien avec des associations d'architecture urbaine de la ville. Donc il y a un exemple d'une personne à la forêt qui se mange, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui connaît, qui s'intègre dans une logique de reconversion. Et en fait, les jardins populaires pourraient aider cette association à perdurer un peu, dans le sens où il y a 2-3 individus des jardins qui vont se former à la forêt qui se mange. Il y a également la serre associative Les Résidences Fleuries, donc qui fournit en fait des plants aux jardiniers, mais il n'y en a que très peu qui viennent en acheter, donc globalement, c'est assez négligeable. Donc en conclusion, le modèle qui est insufflé par la mairie construit des alternatives limitées. Donc déjà, il apporte une réponse faible aux enjeux des quartiers. Donc le bénéfice social est existant, mais assez faible, particulièrement pour les plus démunis. On retrouve aussi la difficulté de toucher des populations jeunes et en recherche d'emploi.
Ça ne semble pas les aider davantage dans leur recherche d'avenir. Les jardins donnent lieu à une appropriation collective et à une mobilisation associative très limitée, particulièrement sur la durée. Et c'est en fait a priori un point crucial si on veut que ce soit un moteur de changement de paradigme particulièrement. Donc pour l'heure, les politiques de jardins populaires Grand Saintois semblent être déjà peu décroissants, enfin c'est difficile de savoir s'ils le sont ou pas. La question se pose de leur capacité à redéfinir le modèle économique, particulièrement lorsqu'elles s'inscrivent dans un objectif général de reconnecter avec des stratégies entrepreneuriales. Donc elles sont a priori non progressistes parce que pour l'instant elles n'amènent pas de transformation de structures sociales et politiques pour une plus grande justice sociale et l'amélioration des conditions de vie. Elles sont aussi pour l'heure non militantes parce qu'elles sont basées déjà sur une initiative municipale et entraînent a priori une faible capacité d'entraînement. Donc beaucoup de choses restent à creuser encore et la question de l'impact des politiques municipales à œuvrer à un développement plus juste reste quand même vraiment d'actualité, particulièrement dans une ville où les populations relativement vulnérables développent a priori peu d'elles-mêmes une capacité à innover. Donc la question reste alors, quelles seraient les conditions d'émergence de mobilisation sociale pour une politique alternative environnementale en quartier populaire? Et je vous remercie de votre attention.